En Occident, vivre avec un handicap n'est pas une fatalité, bien au contraire, c'est une question qui a été presque définitivement réglée. On ne saurait en dire davantage en Afrique et singulièrement en Côte d'Ivoire. Plus de 450 000 personnes vivent en situation de handicap. À quelle enseigne ces personnes sont-elles logées? On en parle, on en discute ce soir dans la télé d'ici avec trois invités. Charbel Mbra Kwaku, il est fondateur du cabinet Anhimati. Yvette Diekanga, éducatrice spécialisée. Et Camille Tano, président de l'Union nationale des organisations des parents des personnes handicapées. Une question qui vous concerne forcément. En dernier tableau sur la scène de la télé d'ici pour le volet artistique, on recevra une participante, demi-finaliste d'ailleurs de The Voice Afrique francophone 2017. C'est Idia Fofana qui nous fera montre de son talent avec notamment un hommage à Ruth Tondé à travers le titre Ati et Dao. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. La télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Le rendez-vous, vous le connaissez, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on parle handicap. Comment vivre avec un handicap? Et pour en parler, on a beaucoup de plaisir à recevoir Charbel Mbra Kwaku. Il est fondateur du cabinet Anhimati. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. À vos côtés, Yvette Diekanga, vous êtes éducatrice spécialisée, présidente fondatrice de l'ONG Moaekun. Oui. Moaekun. Oui. Qu'est-ce Qui que ça veut dire égalité des chances en baoulé. D'accord, bienvenue. Merci. Elle existe depuis combien de temps, cette ONG? Depuis 2013. Depuis 2013. Oui. Et vous intervenez dans quel domaine précisément? La prise en charge de toute personne en situation de handicap de 1 an à personne âgée en fait, jusqu'à 99 ans. D'accord. À vos côtés, Camille Tano, qui nous a également rejoint, président de l'Union nationale des organisations des parents des personnes handicapées. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci. Et elle existe depuis combien de temps, cette association? Depuis 2018, mai 2018. Mai 2018, c'est assez récent. Très récent. D'accord. Mais en fait, les membres qui constituent cette union sont très vieilles. D'accord, ok, très bien. En tout cas, merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Avec vous, on espère donc aller en profondeur et mieux comprendre donc la question et évidemment tirer donc des enseignements. Princesse, bonsoir. Bonsoir, Cheikh. Ça va, Pierre? Ça va, merci. Alors, très bien. Comment vivre avec un handicap? Question un peu bateau, mais je vais d'abord poser la question à Charbel. Comment on vit avec un handicap en Côte d'Ivoire? Alors, en Côte d'Ivoire, on vit avec le handicap, d'abord avec le soutien des parents qui vivent aussi ce handicap. Ensuite, on les scolarise, comme dans le cas du handicap visuel à l'Institut des aveugles à Yopougon. D'accord. Il devient aussi une personne ordinaire, comme je suis, puisque je suis inspecteur principal option éducation. Et puis finalement, il utilise des outils comme tout le monde, comme ce que nous faisons au niveau du cabinet Anhimati, l'aveugle qui utilise l'ordinateur comme tout le monde. D'accord. Voilà. Ça veut dire quoi, Anhimati? J'aurais dû poser la question. Anhimati signifie à cause de ce qui sera dit demain. D'accord. Voilà. Pourquoi le choix de cette appellation? Cette appellation parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent mais ne savent pas que l'aveugle, quand il est bien pris en charge, le handicapé en général, quand il est bien pris en charge, il peut fonctionner comme tout le monde. Alors quand j'ai eu la chance ou l'occasion d'aller à l'école, malgré mon handicap, et qu'aujourd'hui, les technologies de l'information sont pour beaucoup des nouvelles technologies, et que pour l'aveugle que je suis, c'est simplement une technologie de l'information ordinaire. Je pense qu'il faut pouvoir porter d'abord l'information à tous et donner l'occasion à ceux qui partagent mon handicap, qui vivent mon handicap,
de s'épanouir avec cet outil. Justement, vous parlez de nouvelles technologies. Justement, la technologie est au service de toute personne, qu'elle soit handicapée ou pas. Comment vous l'intégrez, vous, dans votre vie au quotidien? Alors, dans ma vie au quotidien, il faut dire qu'aujourd'hui, que ce soit les ordinateurs ou les téléphones, les ordinateurs aussi bien équipés pas de publicité, de tous les systèmes d'exploitation, ces ordinateurs ont ce qu'on appelle les revues d'écran, c'est-à-dire des logiciels qui font parler les ordinateurs. Et dans mon cas, comme je dis, la cécité, c'est les yeux qui ne fonctionnent pas, mais les oreilles fonctionnent. Donc, avec ces logiciels qui parlent, on utilise l'ordinateur comme tout le monde. D'accord. Alors, Yvette Dié-Kanga, dans la pratique et de façon donc très concrète, comment fonctionne votre ONG et qu'est-ce que vous traitez plus précisément? D'accord. Merci. Il faut dire que l'ONG prend en charge toute personne en situation de handicap, que cette personne soit enfant ou grande personne. Donc, comme on l'a dit, la place de l'enfant, c'est à l'école. Donc, au sortir de l'ONG, nous avons fait une école inclusive, c'est-à-dire une école qui prend à la fois les personnes dites normales et les personnes en situation de handicap. Parce qu'on le sait tous, les enfants, ils apprennent par imitation. Donc, les mettre avec les enfants dits normaux facilite l'intégration et puis facilite l'acquisition de l'autonomie. Voilà. Donc, ça, c'est le volet pédagogique scolaire. Il y a aussi le volet alphabétisation fonctionnelle pour les personnes qui sont déjà grandes, mais qui ont un handicap. Eux, on les forme pour un métier, soit pour la poterie, soit pour la peinture. On a beaucoup de choses qu'on fait avec eux. Comme ça, demain, ils sont pas, je veux dire, ils sont autonomes, ils peuvent faire quelque chose pour vivre. Est-ce que ça marche bien, des enfants, vous dites normaux, et des enfants vivant avec un handicap ensemble, dans un même lieu, travaillant ensemble? Est-ce que ça marche Oui. Il faut dire que c'est vrai, ça dépend du type de handicap. On a des handicaps très très lourds, comme on le dit, après par imitation. Donc vice-versa, l'enfant peut dire normal aussi peut copier sur l'enfant en situation de handicap. Donc il y a des enfants qui ont leur place dans les écoles spécialisées. D'accord. Quand le handicap est trop lourd, on le met dans une école spécialisée pour qu'il puisse quand même acquérir une certaine autonomie pour pouvoir intégrer l'école dite normale. Et il y a des enfants aussi avec lesquels on fait l'école intégratrice, c'est-à-dire l'école est là, les enfants dits normaux sont là dans leur classe, les enfants en situation sont dans leur classe à eux, et pendant la récréation, on les met ensemble pour qu'ils puissent quand même se socialiser. D'accord. Et puis les enfants, pour le système inclusif, c'est les enfants qui ont vraiment des problèmes, mais qui ne sont pas des problèmes très très graves. Des enfants qui, par exemple, des trisomiques qui savent parler, mais qui ont un petit retard, des difficultés scolaires. Donc on les met ensemble et le fait de travailler avec eux. On a vu des enfants qui venaient d'autres écoles qui avaient 1 de moyenne aujourd'hui qui sont premiers, alors qu'ils sont évalués par des enseignants ordinaires et avec des enfants dits normaux. J'allais justement voilà. poser la question, est-ce qu'ils sont soumis au même curricula que les enfants, que le système éducatif Bien sûr, puisqu'ils vont faire officiel. les mêmes examens. Ils vont faire le même CP, le même BPC, donc ils ont les mêmes examens. D'accord. Les compositions viennent de l'inspection, donc c'est pas... C'est un peu ça. Et le taux de réussite, il est satisfaisant? Oui. C'est vrai qu'on n'a pas pour le moment 100%, mais pour le problème qu'on a vu au départ, on croit que c'est déjà très bon. D'accord. C'est déjà très bon. Alors, Camille Tano, vous êtes, on l'a dit, donc président de l'Union nationale des organisations des parents des personnes vivant avec un handicap. Est-ce que c'est facile quand on est parent d'une personne handicapée? Merci pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir nous exprimer sur la question. En fait, est-ce que c'est facile? C'est relatif. D'accord. Ça dépend du contexte d'évolution, de ton degré d'acceptation, de courage et ta foi. Nous disons toujours, quand le parent, plus vite, il fait le deuil du handicap de son enfant, mieux l'enfant gagne. C'est-à-dire que tant qu'il sera en train de dire « Ah, mon enfant, ah, pourquoi c'est moi ?» Quand il sera toujours en train d'écouter et de donner libre cours à ce que le voisin dit. Ah, mais non, pourquoi c'est ceci dans cette histoire? Je veux dire, quand on est dans cette dynamique, on ne peut pas évoluer, on ne peut pas regarder l'enfant. On pose plus de problèmes à l'enfant, on pose plus de problèmes aux décideurs, aux experts qui sont là. D'accord. Mais quand le parent a vite compris que c'est un accident de parcours, c'est juste la conséquence d'une maladie maltraitée, c'est juste que c'est arrivé, et puis bon, qu'est-ce qu'on en fait? C'est un fait. Est-ce que c'est possible de pouvoir récupérer, de pouvoir tirer profit de cela? Quand on a vite eu ça,
je crois que c'est très intéressant. D'accord. Dans le cadre de l'association, j'imagine que vous avez constamment des sortes de partage d'expériences entre parents. Qu'est-ce que vous vous dites généralement? Ok. À l'origine, moi, je suis géniteur d'un trésor que j'aime toujours dire sourde, mais je crois qu'elle a acquis, on va dire, toute petite. Donc, avant que le système du langage se mette en place, donc elle n'a jamais eu la chance de parler parce qu'elle n'entend pas, justement. Et ce n'est pas parce qu'elle n'entend pas qu'elle est muette. Souvent, on fait un amalgame en disant sourd-muet. Non, non, non. D'accord. Il y a la surdité en tant que sourd à différents degrés. Il y a aussi que, par un moment, l'enfant peut être muet parce que même il peut entendre et puis ne pas pouvoir parler. Mais dans mon cas d'espèce, elle n'est pas muette, mais comme elle a acquis la surdité avant que le système du langage se mette en place, alors c'est sûr qu'elle ne pourra pas parler comme vous et moi. D'accord. C'est une expérience que je vis, mais quand... en 2018, nous avons commencé à réfléchir parce que les autorités ont regardé. Les gens ont dit, mais pourquoi ce père commence à déjà commencer à chercher, à voir, à se poser les vraies questions? Parce qu'en fait, il faut se poser les vraies questions. Est-ce que je pose le problème du handicap à une autorité ou à un expert ou à quelqu'un, à mon voisin pour lui dire « Ah, viens m'aider à pouvoir, comment je vais pouvoir avoir la nourriture, viens m'aider parce qu'il y a que mon enfant regarde mal » ou est-ce que je pose le problème de son autonomisation, de son indépendance, de son droit. Parce qu'à la réalité, on ne devrait même pas, pour nous en tout cas, pour ceux qui sont avec nous, ce n'est pas une question d'aide aux personnes en situation de handicap, mais c'est que leurs droits, ils puissent bénéficier et jouir de leurs droits. Absolument, on va certainement y arriver. Comment ça se gère le regard des autres? Allez-y, voilà pour vous trois. D'accord, je vais commencer pour le temps qu'elle puisse voir le regard des autres. Oh, je commence toujours par une anecdote. Quelqu'un qui me voit un jour, « Ah, vraiment, ta fille, là, mais elle est tellement belle. Pourquoi Dieu ?» Puis je lui pose la question, « Mais si c'était avec toi, est-ce que tu allais pouvoir tenir ?» Et c'était, quand la personne dehors vient vers toi et qui commence à s'aimer la graine du désarroi, de la pitié que tu cèdes, en fait, tu demeures dans cette dynamique. Mais quand il arrive et qu'il se rend compte que ce n'est pas un problème pour toi, en fait, il change rapidement de regard et puis il commence à te donner plutôt des pistes. Donc, en fait, nous revenons pour dire, le regard des autres n'est à la réalité qu'une conséquence de ce que moi je présente aux autres. Je dis toujours pour m'amuser, vous allez au marché, la commerçante, elle a ses aubergines, tout le monde a les aubergines, mais il y a une qui va finir de vendre ses aubergines avant les autres. Elle va commencer à faire de la publicité autour, venez acheter, c'est le meilleur produit, ça a été fait ceci, il y a toute une publicité positive qu'on met autour, alors l'autre ne regarde pas mal, il va acheter. Et puis après, on va acheter pour les autres. Donc, en fait, aujourd'hui, ce que nous disons, et c'est dans cette dynamique que nous sommes, nous ne venons pas commander la pitié des gens. Nous disons nos enfants ont des droits. C'est vrai que la Côte d'Ivoire a ses réalités. Et qu'est-ce qu'on fait pour le moment? Qu'est-ce qui est possible de se faire? Nos enfants ont des potentialités. Quand vous posez le problème comme ça, les gens commencent à réfléchir différemment. D'accord. Yvette, la question du regard des autres, vous qui encadrez justement des enfants dits normaux et des enfants donc, en situation de handicap, est-ce que parfois il y a par exemple des écarts de langage des enfants normaux vis-à-vis de ceux qui sont en situation de handicap? D'accord. Il faut dire que dans notre structure, on n'a pas encore connu ça. D'accord. Parce que nos enfants sont enseignés dès le début. On leur fait comprendre qu'ils ont des amis qui ont un problème, qui sont là avec eux, pour qu'au contraire, ils puissent les aider, en fait. Donc déjà, à l'école, on n'a pas ce souci. Seulement que lorsqu'on fait les sorties éducatives, quand on va avec nos enfants en situation de handicap, c'est ceux qu'on voit sur les sites là, qui sont souvent « Ah, mais regarde la tante, elle a 3 enfants, les 3 sont pareils, tout ça. » Bon, peut-être c'est ce qui gêne un peu. D'accord. Et puis les parents, ceux qui vivent, bon, je ne vais pas dire malheureusement, mais j'ai pas encore, comme je n'ai pas encore ce genre d'enfants dans ma famille, je ne sais pas ce qu'ils vivent. Mais le retour qu'on a des parents, c'est que souvent, à cause des voisins, ils sont obligés de cacher les enfants. D'autres même attachent les enfants à la maison pour éviter que l'enfant sorte. D'accord. Donc, c'est plus ou moins ça. Mais et à ces parents-là, vous dites quoi? Bon, d'abord, eux, on les amène d'abord à accepter le handicap de l'enfant. Parce qu'un parent qui attache son enfant à la maison, c'est que lui-même, il a déjà un problème. Il n'a pas encore accepté, donc il ne peut pas accepter le regard des autres sur son enfant. D'accord. Donc déjà, on envoie le parent à accepter le handicap et on lui dit que ce n'est pas une fatalité. Parce qu'on a beaucoup de personnes en situation de handicap aujourd'hui qui sont un exemple. Voilà, et que déjà, c'est déjà une grâce d'avoir un enfant. Voilà, et puis on essaie d'expliquer aux parents tous les bienfaits, tout ce qu'on peut avoir de cet enfant-là. D'accord. Et puis bon, les intégrer dans la société au fur et à mesure. Mais vous dites que ce sont des exemples. Charbel Kouakou en est d'ailleurs une illustration parfaite. Oui, moi c'est mon modèle. Parce que partout où on passe, quand on me demande quelqu'un, c'est vrai qu'on a beaucoup de stars internationaux qui
on a l'autre Stevie Wonder. C'est cela. Voilà, on a Lionel Messi, tout le monde dit Absolument. qu'il est autiste. Gilbert Montagnier en France. On a plusieurs, on a Einstein aussi, je pense. Mais moi, mon modèle, c'est M. Kwakum Brachabé, parce que lui, je l'ai. Il a été mon formateur à l'INFES, il a été mon professeur de braille, et il nous suivait même au devoir, il attrape. Lui-même, c'est tricheur. Donc, c'est un peu ça, c'est mon modèle à moi. D'accord. Voilà. Alors, vous nous expliquez votre parcours un peu, c'est quand même fascinant, hein, Charbel Kouakou. Vous êtes arrivé, enfin, socialement parlant, professionnellement parlant, vous êtes un homme abouti. Vous êtes passé par quelles étapes, notamment? Alors, disons que je suis né quasiment aveugle, puisque c'est en classe de 3e à Dembokro que ma cécité a été constatée. Alors ça m'a été raconté plus tard. Et puis ensuite, j'ai fait l'Institut national des aveugles de Yopougon pour le cycle primaire. Et plus tard, dans le cadre de l'école inclusive, j'ai été orienté à l'ex-collège d'enseignement général à Yopougon, qui est maintenant un lycée. Et puis ensuite, ça a été le bac à William Ponty, le département de psychologie d'Abidjan pour une maîtrise, l'école normale supérieure pour le diplôme de conseiller d'éducation. Ben, c'est un peu long. Et puis finalement, aujourd'hui, inspecteur principal d'éducation. Alors, je suis en service, comme elle a dit, dans cette école qui forme le personnel qui encadre les personnes handicapées. Voilà, donc, mais là-bas, sur 145 agents que nous sommes, sur le seul aveu. D'accord. Voilà, donc, Alors, le cursus, c'est ça. D'accord. Alors, vous touchez un point qui est également important, c'est la question de l'insertion des personnes en situation de handicap dans les fonctions de l'administration publique. On se souvient qu'en 2018, le ministre Pascal Abinan Kouakou avait justement, à la faveur de la Journée internationale des personnes handicapées, qui est célébrée d'ailleurs tous les ans le 3 décembre, annoncé que la Côte d'Ivoire avait donc fixé un quota de recrutement, des recrutements dérogatoires à la fonction publique à raison notamment de 500 PSH par an. C'est suffisant ou pas? Et est-ce que vous pensez que concrètement, ces personnes insérées travaillent dans des conditions optimales? Alors, suffisant, on ne va pas le dire, puisque c'est en réalité, quand on regarde la population des personnes handicapées, mais déjà, c'est bon. C'est déjà bon. Et ces personnes, ce recrutement dont le ministre Abina a parlé n'est pas le seul mode. Il y a en effet certaines personnes comme nous qui n'avons pas choisi ce mode, qui avons fait un parcours normal. Voilà. Mais vu la difficulté et les conditions vraiment qui ne s'offrent pas à tout le monde, il y a eu l'État qui a pris donc cette option. D'accord. Même si ça marche, mais disons que les conditions ne sont pas toujours réunies. D'accord. Elles ne sont pas toujours réunies. OK. Alors, justement, sur cette question de l'inclusivité au niveau de l'emploi, il y a une étude de l'OFPRA, l'Office français de protection pour les réfugiés et les apatrides, en 2018, qui dit qu'entre 85 000 et 900 000 personnes vivraient avec le handicap en Côte d'Ivoire et que 60 à 65 % de ces personnes sont au chômage. Est-ce que ça vous fait craindre, justement, pour l'avenir des enfants que vous encadrez? Est-ce que vous avez l'impression que les choses bougent dans le bon sens? D'accord, merci. Moi, je pense que quand même, ils font des efforts. Mais comme on l'a dit, nous, c'est vrai qu'on fait le volet pédagogique, mais on forme nos enfants pour un métier aussi. Parce que même ceux qui sont dits normaux, il y en a qui ont la maîtrise, d'autres ont le doctorat, mais qui ne travaillent pas. Donc, nos enfants, on essaie de voir leurs aptitudes, leurs capacités, et on apprend aussi un métier. Comme ça, si demain, ils ont la chance de se faire recruter, Dieu merci, mais au pire des cas, au moins, ils peuvent s'installer, avoir une pâtisserie, ou bien avoir une maison de poterie. Donc, c'est plus ou moins ça. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'efforts qui restent à faire, mais bon, on essaie de voir aussi avec les ONG pour voir comment on peut les aider. D'accord. Je souris et ça surprend beaucoup quand on a tendance à attendre qu'on ait un père, ou du moins c'est un parent qui se plaigne, mais qui accuse, mais qui semble être plutôt jouer dans l'attitude contraire. En fait, notre philosophie à nous est que, à la base, aucun homme ne conseille, ou je veux dire, il n'y a aucun marché où on va acheter un enfant en situation de handicap, et aucun d'entre nous ne prie pour avoir un enfant en situation de handicap. Ça, la base, c'est cela. Et puis quand je vais en société, que je vis,
Il se trouve que, bon, peut-être en Europe, on dira que quand la personne a fait, parce que moi c'est la première, c'est sûr que si j'étais de l'autre côté, peut-être que je n'allais plus faire d'enfants. Mais il se trouve qu'en Afrique, avec notre dynamique, dans le contexte où nous sommes, nous avons encore fait d'autres enfants. Et il se trouve que la deuxième est à l'université et je n'ai jamais demandé à l'État de donner 5 francs pour nous s'en occuper. Mais nous disons, pourquoi est-ce que je dois demander à l'État ou aux autres personnes de venir s'occuper de mon enfant parce qu'elle est en situation de handicap? Ouais, quand le problème n'est pas bien posé, il y a un souci. Alors nous avons analysé, ça fait une dizaine d'années que nous existons, clandestinement, nous avons approché, nous avons regardé la situation. Quel est le réel problème? Nous voudrions que des enfants aillent à l'école. Tout le monde est d'accord pour qu'il y ait inclusion. Mais enfin, de grâce, moi je le dis avec beaucoup de joie, hein, pas de pincement de cœur. Mon enfant a le cou qui ne tient pas, les bras qui ne peuvent pas, et il ne peut pas s'asseoir. Comment il s'assoit ici avec les autres? Je ne peux pas imposer aux autres cela. Ça suppose qu'il y a des dispositions particulières que je prends. Mon enfant n'entend pas. Il va venir ici. Je vais dire, vous devez prendre cet enfant. Il y a des travaux qu'il peut faire, mais est-ce qu'il peut venir animer? Non. Alors nous disons, c'est vrai que l'État aujourd'hui fait sa partition, joue sa partition, en favorisant le fait même qu'on se trouve ici aujourd'hui, mais c'est du fait de l'État. S'il n'y a pas de stabilité, s'il n'y a pas de paix, on ne se retrouve pas là. Hein. Mais donc on est ici, c'est bon. Il ne faut pas tout attendre de l'État. Non. Il faut commencer déjà, nous-mêmes à essayer de voir, voilà pourquoi à notre niveau, ce que nous avons commencé à faire, c'est, je veux dire, c'est le risque qu'il y a que nos enfants ne fassent pas ou ne trouvent pas d'emploi, nous permettre plutôt de réfléchir et d'être inventifs pour voir toutes les capacités possibles. D'accord. Et puis, il faut que ça soit. Effectivement, comme vous le soulignez, le même rapport indique que la majorité des initiatives qui sont faites pour l'inclusion des personnes vivant avec un handicap sont à titre privé et moins de la part de l'État. Mais effectivement, il y a un volet dont on pourrait parler, c'est que toutes les personnes en situation de handicap sont emmenées un jour à se déplacer, à aller dans différents endroits, différents types de bâtiments. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la construction de nos établissements, de nos hôpitaux, tout est fait pour permettre un accès facile aux personnes en mobilité réduite, notamment? D'accord, je vais me permettre, comme je l'ai. En fait, je commence toujours encore par dire, moi-même qui suis père et qui ai un lot qui suis en train de construire, est-ce que je suis en train de réfléchir qu'un jour, un enfant à mobilité réduite pourrait louer ma maison? On s'y attend pas. Oui, non. Donc déjà, et pourtant c'est moi qui suis État, c'est moi qui suis nommé, c'est moi qui occupe un poste de responsabilité quelque part. Si déjà, je veux dire, en phase individuelle, je n'y pense même pas, vous comprenez que de l'autre côté, il faut qu'il y ait des actions de sensibilisation, il faut qu'on soit touché. Donc en fait, il y a problème, mais est-ce que le problème peut se régler ou pas? Mais en tout cas, pour ce que nous avons milité doucement en bas, nous nous sommes rendus compte que quand vous abordez les gens, que vous leur dites les problèmes sans pleurnicher, de demander la pitié des gens, ils comprennent, ils prennent des initiatives, même quand ils ne peuvent pas faire, ils facilitent la possibilité de régler. Effectivement, l'accessibilité est difficile, mais juste un truc, avant de venir, on était dans quelque part et nous parlions de la possibilité que les sourds puissent conduire. Ouais, qu'il y a un tic. Le sourd, est-ce qu'il peut conduire? Et puis, à la fin des échanges, on s'est rendu compte que rien n'abstrait, rien n'interdit à un sourd d'avoir un permis. Mais le problème, c'est que quand on est arrivé aujourd'hui pour rallier la maison ici, aujourd'hui, la télévision, j'ai dû arrêter au carrefour, dire au taximètre, va-t'en, et je cours pour venir. Pourquoi? Simplement parce qu'il y a 2 voies d'accès, ceux qui vont et ceux qui viennent. Et il se trouve que ceux qui vont estiment qu'ils perdent plus de temps. Ils ont bloqué carrément toute la voie d'accès. D'accord. Bon, en pareille situation. Oui. Princesse? Alors, on parle beaucoup des enfants, mais dans l'autre sens, en fait. Quand, par exemple, on a un parent qui, dû à une maladie, devient malheureusement soit à mobilité réduite, soit handicapé, ça se passe comment pour le suivi de ces enfants, justement, qui doivent maintenant s'occuper de leurs parents? Oui. Ben, je vais le dire. Moi, comme j'ai connu, je suis le 16e d'une fratrie de 17 enfants.
Donc j'ai vu mes parents s'occuper de moi. Je les ai vus aussi après pratiquement handicapés, notamment ma mère très âgée. Et je pense que les personnes handicapées qui ont des parents qui deviennent âgés s'occupent, je pense, mieux de leurs parents. Peut-être c'est un jugement de valeur parce que nous, avec nos parents, on a vu, on a appris. Eux aussi, on les a vus nous aimer, parce que ce n'est pas facile. Et en retour, quand ils se trouvent dans une incapacité, dans l'incapacité de faire ce qu'ils faisaient avant, on est plus sensible. Et moi, je ne suis pas kinésithérapeute, mais j'ai des amis. CHU de Yopougon ici, il a des non-voyants qui sont kinés. J'ai un ami qui me disait, quand je m'occupe de ma mère, je m'occupe mieux de ma mère parce que je comprends sa situation aujourd'hui. Vous voyez? Donc, lui, il a été handicapé. Il voit ses parents désormais limités. Il est plus sensible que ses autres frères qui disent « Ah, maman, tu nous appelles trop. Tu veux t'appuyer sur moi. Vous voyez? Parce que lui, à la base, il est sensibilisé à cette situation d'incapacité. D'accord. Voilà. D'accord. Merci. Bon, là, il y a un problème parce que le parent, déjà, il n'avait pas de problème. Il se retrouve en situation de handicap aujourd'hui. C'est plus difficile pour quelqu'un qui était dit normal de devenir maintenant une personne en situation de handicap, à la fois pour la famille et pour lui. Donc, déjà, ramener la personne à comprendre que c'est arrivé. Malheureusement, comme on le dit, nous sommes tous des potentiels handicapés. Donc, aux enfants, on va quand même les aider pour qu'ils puissent faire l'accompagnement, le suivi, eux-mêmes accepter, puis voir comment aider le parent. Parce que c'est vrai que suite à une maladie un peu de handicapé, même qu'on n'est pas malade, qu'on devient trop vieux, on perd des sens. Du coup, le papa qui était vraiment autoritaire, il devient comme un enfant maintenant. Même s'il est avec sa fille, la dernière, quand la fille va au travail maintenant, il pleure comme un bébé qui voit sa maman partir au travail. Donc, c'est toute une éducation encore qu'on va refaire et puis bon. D'accord. Je propose qu'on marque une halte. On va se retrouver dans quelques petits instants seulement. Retour sur le plateau de la télé d'ici. Nous sommes toujours en compagnie de Yvette Djekanga, Charbel Kouakou et Camille Tano. Avec eux, nous parlons évidemment de la thématique vivre avec un handicap. On a été justement à Princesse juste avant la pub qui avait donc quelques questions. Aussi, on parlait d'accessibilité tout à l'heure. Je suis un peu partie sur le site du gouvernement et donc il y a plein de choses pour un accompagnement au travail. Mais comment ça se passe à la maison? Parce que parfois, comme vous dites, les personnes sont âgées, elles doivent s'attraper, par exemple, dans la salle de bain pour mieux se lever. Par exemple, pour les gens qui ont une mauvaise visibilité, il faut mettre les choses à une certaine distance. Comment ça se passe ici, à ce niveau-là? Il faut dire que... Vous voulez répondre? Non, D'accord. Le prof va laisser Est-ce qu'il y a d'abord des à l'élève. D'accord. Donc, il faut dire que, par exemple, quand on a un non-voyant, depuis le bas âge, on lui apprend la locomotion, c'est-à-dire comment se déplacer sans se faire attraper. Vous voyez? Donc là, quand je venais avec M. Mbra, il y a des moments, je lui disais à gauche, à droite. Là, en allant, personne ne sait qu'il ne voit pas. Maintenant, si on se retrouve sur la route qu'on doit traverser, là, je vais l'aider à traverser. Donc, il faut dire que en fonction du handicap de l'enfant, on essaie de mettre en place une stratégie pour aider l'enfant. C'est vrai qu'avec les moyens des familles qu'on rencontre, ce n'est pas toujours évident de pouvoir voir ce qu'on voit à la télé. Hein. De l'autre côté, on voit peut-être quelqu'un qui est devenu IMC, qui ne marche pas, qui a tous ces membres-là. Infime moteur cérébral. Okay. Voilà. Donc, on voit que là, il y a le fauteuil, tout à sa dimension, on a pu, mais malheureusement, ici, il n'y a pas ça. Donc, l'enfant, il se retrouve avec ses frères dits normaux dans les mêmes conditions. Dans les mêmes conditions. Quand vous dites qu'il n'y a pas ça, c'est parce que ça coûte cher ou c'est parce que ça n'existe pas du tout? Bon, déjà, le coût. Et puis, les parents, déjà, même souvent, ils ont peur de partir même au contact du prix. Voilà, souvent on se dit, bon, je ne vais pas parce que je n'ai pas l'argent pour aller faire les examens, je n'ai pas l'argent pour aller voir tel spécialiste. Et puis il faut dire aussi que c'est vraiment cher. Donc, tant que tu n'as pas vu un spécialiste aussi, tu ne peux pas avoir la prescription qu'il faut pour ton enfant. Donc c'est clair qu'ils ne vont pas tenir compte de ça. Et les maisons aussi qu'on a, tout le monde n'a pas la chance d'être propriétaire. Quand tu vas louer une maison, tu peux te retrouver à cause du coût, peut-être au 4e étage, alors que tu as un enfant qui ne marche pas. Il n'y a pas d'ascenseur. Voilà, il n'y a pas d'ascenseur. Donc,
monsieur va au travail, maman aussi va au travail. Du coup, l'enfant reste à la maison avec les filles qui sont là. C'est pas toujours aisé pour la fille, si l'enfant a 1 an, 2 ans, de prendre l'enfant. Mais si l'enfant a 14 ans, 12 ans, c'est pas toujours facile de faire descendre l'enfant, remonter. Donc, malheureusement, il n'y a pas tout ça, toutes ces prises en charge. Dans les hôpitaux, on voit souvent qu'il y a les rampes pour les fauteuils. Dans le bus aussi, je sais qu'il y a des places qui sont réservées aux personnes handicapées, mais on ne respecte même pas ça. Quand les gens montent, ils vont se mettre où ils veulent se mettre, mais ils ne tiennent pas compte de la personne qui va venir après. Donc, ce n'est pas encore effectif dans les maisons, par manque d'informations, par manque de moyens, ou bien, bon, c'est un peu ça. Charbel Kouakou voulait réagir Oui. à la question. Oui, en effet. Il faut dire qu'à la maison, surtout que les parents eux-mêmes d'abord n'ont pas d'informations sur le handicap de leur enfant. Ça, il faut le dire. Ce n'est pas parce que vous parlez français, par exemple, que vous êtes prof de français. Donc, ce n'est pas parce que les parents des enfants porteurs de handicap qui sont sensibilisés forcément à la question. Ça fait qu'ils ne savent pas eux-mêmes ce que fait aider, par exemple, leur enfant à se déplacer. Et que nous autres, par exemple, qui avons passé un peu le cap, qui vivons maintenant avec nos enfants, vous voyez, parfois vous avez vos enfants, c'est vos enfants. Ici, dans le cas, c'est vous qui vous occupez de lui, qui faites tout. Mais quand l'enfant sent que vous devrez sortir, partir de la maison et que vous allez le solliciter, parce que c'est vrai, c'est votre fils, mais il a autre chose. Dans le cas de la cécité, il peut passer sur la pointe des pieds. Pas parce qu'il est vraiment, il veut vous faire du mal, mais écoute, il ne veut pas accompagner papa. Ça, on n'explique pas. Parfois, il ne veut pas s'afficher avec papa, et pourtant, c'est son père. Ouais, et pourtant, c'est son père. Et ça, c'est un peu difficile de pouvoir faire comprendre à l'enfant. D'abord, il ne comprendra pas, il ne va pas comprendre. C'est son père, d'accord, mais c'est un père qui ne voit pas. Je veux vite aller à l'école, je me cache, je m'en vais. Ouais. Et même quand vous dites l'État, peut-être que l'État fait, mais peut-être que comme je suis handicapé, je trouve qu'il n'en fait pas trop. Regardez ne serait-ce qu'au niveau de la sensibilisation. Vous prenez le programme d'éducation civique et morale depuis le primaire, le secondaire, on n'en fait pas à l'enseignement supérieur. Essayez de parcourir. Il n'y a même pas une notion qui sensibilise les enfants sur la question du handicap. Pas du tout. Donc, l'aveugle, nous qui avons fait aussi bien les écoles spécialisées comme l'Institut et que nous avons continué dans ce qu'on appelle l'école inclusive, où il faut mettre des personnes handicapées avec des personnes valides. J'ai un lot d'anecdotes. La première fois, les premiers moments que j'ai quitté l'Institut des aveugles et que je suis parti au collège moderne, mes premiers voisins, c'est-à-dire que les enfants qui étaient là, j'étais le seul aveugle, quand on m'a mis à côté des autres élèves, ils m'ont fui. Ils sont partis. Mais le pire va être le professeur, mon prof de maths, qui est rentré en classe en courant et qui m'a effrayé. Et rien qu'à demander au monsieur, lorsque vous écrivez au tableau, parlez pour que moi je puisse entendre, sa réaction était tout nette. Comment il a réagi? Il a dit simplement que vous ne pouvez rien faire ici et que pour vous, j'ai 600 francs que je donne à vos amis dans la rue. C'est-à-dire tous les mendiants. Les mendiants sont moi mes frères. D'accord. Parce que Vous étiez en quelle classe? J'étais en 6e. Comment vous l'avez pris? Ça a failli me faire ne plus aller à l'école. Ça a failli me faire ne plus sortir si ma grande sœur n'avait pas une certaine... n'a pas su me reprendre. Quand c'est fini, j'étais au CEG. Au lieu d'aller à l'Institut des aveugles, j'ai préféré retourner vers ma grande sœur. Et ne plus sortir parce que je me suis senti tellement humilié, en dépit de tous les efforts qu'elle a fait, que l'Institut a fait. La première fois que je rentre en milieu inclusif, et mes camarades... Un milieu dit inclusif, finalement. Dit inclusif, il n'était pas rien vraiment inclusif. Ça on m'a mis dedans, là-bas, parce que après l'entrée en 6e, on m'a orienté. Comme tout le monde, je suis arrivé, rien n'était préparé. Vous voyez? Donc, mes amis fuient. Le professeur lui-même me frustre. Et puis finalement, les éducateurs ne sont pas des éducateurs spécialisés. Ils viennent de l'école normale supérieure, ils restent des spécialisés. Donc, ils ne peuvent pas t'aider. D'accord. Alors, vous pointez du doigt deux questions. D'abord, d'une part, l'ignorance, carrément, de la grande masse. Et de l'autre côté, la nécessité d'un accompagnement. Puisque, vous l'avez dit, votre grande sœur a été là pour vous épauler. Ce qui vous a justement permis de rebondir. Voilà. En tout cas, une anecdote et un témoignage
assez poignant. Princesse? Du coup, ça me laisse poser la question, comment arrive-t-on à déstigmatiser et promouvoir une meilleure intégration des personnes handicapées dans la société? Alors, je vais dire, ça, c'est peut-être par expérience. Vous voyez, peut-être que je dois tenir compte par des choses. On vous dit, vous êtes handicapé, mais on ne comprend pas, c'est-à-dire dans l'éducation de la personne handicapée, il y a un élément, le président des parents d'élèves sera là, par exemple, on comprend. Tout le monde comprend que son enfant, quand on commence à l'éduquer, autour de 3 ans, il faut l'éduquer aussi sexuellement. Vous voyez? Il faut continuer à l'éduquer jusqu'à... On trouve normal, et d'ailleurs anormal, que quand quelqu'un est valide, il ne se marie pas. On dit c'est anormal. Mais pour la personne handicapée, son éducation se fait avec ce qu'on appelle l'angélisation. C'est-à-dire, on pense que parce qu'il ne voit pas, donc il n'a pas de... Excusez-moi de le dire ainsi, je suis psychologue de formation, qui n'a pas d'activité sexuelle. Ça y est dans la tête des gens. Et quand vous voyez qu'un handicapé a une femme, on dit il est marié, on dit il fait comment? Il fait des enfants, on dit est-ce que c'est son propre enfant? Il va à la PMI, la sage-femme lui dit, si c'est une femme, tu es venu faire quoi ici? Qui t'a fait ça? Donc, le handicapé, généralement, n'a pas droit à la sexualité. Mais là, je vais vous détendre parce que je sais que peut-être des choses entre nous, l'acte sexuel se pose avec des ampoules. Non. Voilà. Non. D'où est-ce que vous puisez votre force? D'où est-ce que je puise ma force? Franchement, ma force, je crois que je l'ai puisée dans ma famille, avec mes parents. D'abord, parce que, voilà, moi, je suis issu d'une fratrie où nous sommes... 17, vous l'avez dit. Et enfants. vous êtes le 16e. Le 16e, et je suis le seul aveugle. Mais je ne sais pas bien comment ça s'est passé, comment les parents l'ont fait, mais mon handicap n'a pas été un frein au départ. D'accord. Donc, ils m'ont valorisé, et malheureusement, j'ai constaté, là où j'ai été plus dévalorisé, c'est à l'Institut des aveugles. C'est paradoxal. C'est un gros paradoxe. C'est un gros paradoxal, mais c'est quand je suis allé à l'Institut des aveugles que j'ai senti que je suis aveugle. Ah bon? Comment ça? Voilà. Quand j'étais à la maison, ça fait mon père, bon, je ne le savais pas, il était économe de l'hôpital de Democro. Donc, quand il a su que j'ai la cécité, mon père a tout fait pour me garder en milieu scolaire. Il m'achetait, par exemple, mes fournitures comme tous mes autres enfants, bien qu'il était convaincu que je ne pouvais rien faire avec. Et il trouvait des moyens pour me faire classer par les gens sans que ce soit de vrais moyens. Et des classements réels, par exemple. Ça a été comme ça. Et puis ensuite, l'Institut des aveugles où je suis parti. Mais à aucun moment, les parents ont parlé de ma cécité avec, comment je vais dire, dédain, par exemple. D'accord. Et on m'a toujours responsabilisé. Donc, mes neveux, quand je suis arrivé chez mes grandes sœurs, elles m'ont toujours confié, par exemple, leurs enfants, leurs propres enfants qui sont mes neveux. Voilà. Donc, on m'a pratiquement tout laissé faire comme les autres. D'accord. Tout laisser faire comme les autres. Parfois, ce n'est pas facile. Même il y a eu des moments où, bon, écoute, ma soeur, ça aussi c'est une autre anecdote, j'avais 12 ans. Et elle revenait de congé. Il fallait envoyer des informations à papa à Democro. Elle m'a mis dans le train. Tout seul. À 11 ans, j'ai voyagé tout seul de Democro et d'Abidjan à Democro. Et elle m'a dit, si tu dors et que tu te perds, on ne te verra plus. Puis elle est partie. Donc, c'est de gros défis, ça. D'accord. Vous pensez qu'elle a fait un dessin pour vous... Elle a fait pour un peu vous booster? Vous dites? Vous pensez qu'elle a fait un dessin pour un peu vous pousser dans votre dernier retranchement et vous Elle a amener fait à... un dessin, puisqu'avant tout ça, en faisant tout ça, elle avait informé mon père que mon petit frère arrive, viens le chercher à la gare. D'accord, très bien. Donc, ce n'est pas mauvais. Mais ils n'ont pas fait une éducation à part. Il y a eu des moments où il n'y avait pas de possibilité, comme elle a dit tout à l'heure. Vous voyez les bus, nous on est allé à l'école avec les bus à l'époque, très bourrés. Alors quand je dois quitter l'université, alors que c'est le dernier bus, c'est vrai qu'on dit dans le bus, il y a des places pour personnes handicapées. Mais presque tout le monde est debout. Donc il n'y a même pas de place pour moi. Mais il est 22h, bientôt 22h, si je ne rentre pas. Mais voilà, mais mon père ne viendra pas, mais ma soeur ne viendra pas me chercher en taxi. On me dira le matin, fais en sorte de rentrer
avec le bus. D'accord. Alors, vous le disiez tantôt en classe de 6e, votre enseignant vous dit des gens comme vous, je leur donne 600 francs en dehors dans la rue, en Et que référence vous ne donc pouvez aux pas mendiants. du tout réussir. Est-ce que vous vous considérez comme un privilégié dans ce système, Scolaire, dans ce système éducatif, dans la vie sociale de façon générale? Ben, pas vraiment un privilégié, mais quelqu'un qui s'est battu D'accord, pour être ce qu'il est. Et c'est là où il est. d'accord. Camille Tano? J'ai écouté avec beaucoup d'émotion et vous voyez qu'on revient toujours. Je suis fier d'avoir un fils comme lui. Et puis, idem pour les sourds et tous les autres types. Si les gens savaient le trésor caché, si les gens savaient le gaspillage intellectuel qu'on faisait en Côte d'Ivoire en ne s'occupant pas de ces personnes, je vous assure qu'il n'y aurait pas eu de débat. Ma fille est sourde. Vous lui donnez le dernier portable qui vient de sortir. Elle rentre dans toutes les fonctionnalités. Vous lui donnez tout au plus 10 minutes, elle rentre, elle sort avec tout. Et nous-mêmes qui sommes... On ne comprend rien. Alors on se pose la question de savoir... Moi, j'ai envie de dire, comment on les présente? Mon plaidoyer ou bien cette opportunité est de dire, attention, on est en train de perdre. On a fait un séminaire, une occasion en 2014, et quelqu'un nous a enseigné, nous disait, quelqu'un qui vit, il ne voit pas du tout. Il ne voit pas, mais il quitte son quartier, il vient. Elle n'entend pas, ou la personne n'entend pas du tout, et puis elle réussit à regarder, vous signez, il comprend, et rapidement il vous répond. Si on savait le niveau d'où le cerveau était en train de travailler, si nous avions ça, c'est sûr que nous serions des génies partout où nous sommes. Donc l'idée ici, ouais, que je ne rentre pas là où il rentre, je suis plutôt en train de plaider pour dire, en fait c'est une question de valorisation et de savoir que les gens ne sont pas conscients des pertes que nous avons. Est-ce que vous êtes en train de dire que quand on perd, il y a forcément une fonctionnalité ou une capacité qui est décuplée par ailleurs? Mais la réalité, quand vous regardez, c'est comme s'il n'y a même pas une perte. D'accord. C'est comme, moi j'ai envie de dire, quand il y a un déficit quelque part, il est comblé. Parce qu'à la réalité, souvent quand je vais à des séminaires, je leur dis, je regarde avec les yeux. Quand je regarde avec les yeux de l'aveugle, je le dis, hein, c'est vraiment, c'est pensé, c'est sensé. Et c'est sincère, quand je regarde mon auditoire avec les yeux des aveugles et que j'écoute parler avec les oreilles du sourd, très rapidement, je réussis à détecter et avancer plus vite. D'accord. Parce qu'à la réalité, ils n'ont pas les oreilles, mais ils ont les oreilles dans les yeux. Ils n'ont pas la vue, mais ils ont la vue dans le toucher. Ils arrivent à utiliser les autres sens. Tous les autres sens se développent. Donc, en fait, ici, pour en arriver à là où les difficultés qu'on vit là sont telles qu'aujourd'hui, moi, la mienne est au Bénin. Ça marche pas, je m'en fous. Mais j'ai mal. Toutes les nuits, je pleure de savoir que mon enfant n'est pas là. Mais, et je me dis, et si je n'étais pas là? Et si j'étais parti, comment ça allait se passer? C'est dur, mais en fait, c'est pour dire qu'à la réalité, aujourd'hui, ils ont des possibilités. C'est une question de contexte. En fait, asseyons-nous, discutons, et selon les réalités, qu'est-ce qu'on peut faire? D'accord, parfait. Je propose qu'on marque une pause. Il y a la pub, on revient juste derrière. Télévivez la Côte d'Ivoire tous les soirs de 18h45 à 19h45 sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Nous abordons des sujets qui vous concernent forcément, des sujets d'intérêt national. Et ce soir, on a beaucoup de plaisir donc, à être avec Charbel Mbra Kwaku, fondateur du cabinet Imanti, Camille Tano, président de l'Union nationale des parents des personnes handicapées, Yvette Diekanga, éducatrice spécialisée, présidente fondatrice de l'ONG Moaï Koun. Pierre, vous aviez une préoccupation? Oui, alors... Je comprends que vous vous battiez plutôt pour la valorisation, pour l'inclusivité, et que vous dites qu'il ne faut pas en demander trop à l'État, mais quoi qu'on en dise, s'occuper d'un enfant handicapé ou d'une personne vivant avec le handicap coûte plus cher que pour une personne normale. Il va y avoir des dépenses en plus, des frais médicaux. Donc est-ce qu'il ne faut pas
pousser le combat plus loin? Est-ce qu'aujourd'hui, la nécessité, c'est pas d'avoir des aides sociales, des allocations qui sont versées par mois pour justement combler ce besoin? Dans un pays, je veux dire, qui est en voie de développement, on est en Afrique, certes, il y a un contexte qui est réel, qui est celui de la pauvreté de nombre de familles, mais est-ce qu'il ne faut pas en demander plus à l'État? Merci. Merci. Merci vraiment. À la réalité, si vous lisez à travers les lignes, je suis en train de dire que si chacun joue sa partition, il n'y a pas de souci. Moi, je suis parent. J'ai ma responsabilité de père ou de mère. Il n'est pas question que quelqu'un vienne prendre ma place de parent. Aujourd'hui, vous voyez qu'il y a Mme Dié qui est spécialiste, il y a mon fils qui est une référence, qui est en train de faire un travail. Et moi, en tant que parent, aujourd'hui, c'est si mon enfant à la maison chez moi n'est pas inclus, si mon enfant à la maison chez moi n'est pas à l'aise, comment je peux regarder l'autre pour lui dire « Viens apporter quelque chose de nouveau ». Nous disons « Commence d'abord par faire ce que tu as à faire ». Vous voyez que quand on ne commence pas par là, toutes les fois qu'il y a des opportunités de rencontrer ces autorités, on pose mal les problèmes. Oui, venez faire des dons. Non. Oui, venez faire ceci ou cela. Non. Parce que dans les enfants dits normaux, il y a des cas sociaux. Absolument. Ce n'est pas parce que mon enfant est en situation de handicap que c'est un cas social. Je suis désolé. Je suis désolé. Mon enfant en situation de handicap, il y a des familles qui ne peuvent pas. Ça, c'est des cas sociaux. Parce qu'il y a un souci. Donc, nous, le combat aujourd'hui, c'est mon enfant a droit à aller à l'école. Elle a droit à l'éducation. Par exemple, si c'était sur ça, il y avait beaucoup à dire. Il y a l'école inclusive en Côte d'Ivoire, mais je suis désolé. Il n'y a pas d'inclusion. Pas l'éducation inclusive. Non, justement encore là. Il y a l'école inclusive en Côte d'Ivoire, mais il n'y a pas l'éducation inclusive en Côte d'Ivoire. Exemple. Mon enfant n'entend pas du tout. Il naît avec. Le voisin, l'enfant qui entend, commence déjà à entendre quand il est dans le ventre de la mère. Les berceuses, je n'apprends rien à personne. Quand il naît, quand le père prend, il parle. Quand la mère le prend, elle parle. Quand le voisin ou la grande sœur le prend, elle parle. Quand ils ne sont pas là, qu'ils s'amusent avec les voisins, il entend. Donc, il accumule un certain bagage lexical. Mon enfant n'entend pas depuis qu'il est né. Quel langage, quel vocabulaire il a? Et on dit, éducation, ou du moins scolarisation obligatoire de 6 à 16 ans. Et puis, on prend mon enfant sourd à 6 ans, on le met dans cette école. C'est de quoi on parle? 6 ans d'âge ou 6 ans mental? Mon enfant n'a jamais rien vu. Il est né avec. Il n'a même pas une orientation. On ne m'a même pas aidé à pouvoir l'orienter, à l'aider à pouvoir partir quelque part. Vous le prenez, vous le mettez au CP1 parce qu'il a 6 ans d'âge. Comment il fait la gauche? Comment il fait la droite? Au CP1, c'est ce que l'enfant joue à la maison qu'il fait en classe. Si on arrive à là, il y a à dire, il y a à redire. D'accord. Je veux terminer rapidement pour dire, à ce niveau précis, pensons politique inclusive. À la réalité, l'UNESCO nous demande aujourd'hui que pendant qu'on est en train de réfléchir, je vais fabriquer des verres, ou bien je vais construire ma maison, ou bien je vais faire telle stratégie ou tel projet, de réfléchir que je peux avoir affaire à quelqu'un qui n'entend pas, qui ne parle pas, qui ne marche pas. Donc, de prendre en compte cette dynamique là-dedans. Par exemple, aujourd'hui, ils sont là, peut-être qu'ils se plaignent. Ah, en classe, le professeur est difficile. Oh, c'est difficile de venir à l'école. Mais vous encore, vous êtes là. Je disais dans une école, vous êtes très bien habillés, vous arrivez à ce niveau. Et vos amis qui n'entendent pas, qui ne voient pas, qui ne peuvent pas parler, qui sont handicapés intellectuels, qui n'ont même pas cette chance d'arriver là où vous êtes. Souci. C'est pour ça que nous disons, là où nous sommes, commençons à dire merci à Dieu. D'accord. Yvette Kanga? D'accord, moi j'aimerais compléter à ce qu'il a dit que c'est vrai, tout ce qu'il dit c'est normal, c'est vrai, mais l'État fait déjà ce qu'il peut, mais il faudrait quand même leur demander de faire plus. Par exemple, quand je prends le cas de... Parce que de plus en plus, on voit les enfants de maintenant qui n'arrivent pas à parler, qui ont des problèmes de langage, des troubles de langage. Vous voyez, quand même, je parle, j'ai un débit rapide. Ça vous dit que quand j'étais petite, si on m'avait pris en charge au niveau peut-être par un orthophoniste, peut-être qu'il a réduit cette rapidité-là. D'accord. On a des enfants qui ne parlent pas du tout, d'autres aussi qui parlent mais qui n'articulent pas.
Vous voyez? Donc déjà, faire intervenir un orthophoniste dans une structure spécialisée revient très cher à la structure. Et là, on demande aux parents d'aider. D'accord. Alors que les parents, généralement, n'ont pas les moyens. Absolument. Les quelques parents qui peuvent scolariser l'enfant dans une école spécialisée, bon, vraiment, c'est plus cher même que les écoles des personnes dites normales. Vous voyez, donc déjà, si l'État peut faire de sorte qu'on forme des orthophonistes en Côte d'Ivoire, ce sera bien, parce qu'en Côte d'Ivoire, on ne forme pas d'orthophonistes. D'accord. Vous voyez, donc les quelques rares qui sont là, ils ont des cabinets, mais quand vous partez chez eux, c'est pas moins cher. Les coûts sont énormes. Voilà. Donc, déjà, l'État nous forme, nous, à l'INFES, en tant qu'éducateurs spécialisés, maîtres des ordres spécialisés, pour la prise en charge de ces personnes handicapées-là. L'État peut aller plus loin, puisqu'on a déjà formé, nous sommes fonctionnants, on nous affecte. On peut nous affecter dans les écoles publiques, à côté de nos collègues enseignants ordinaires. Comme ça, si on a un sourd qui vient, nous, on fait la langue des signes. Si on a un aveugle qui vient, on fait le bras avec eux. D'accord. Mais tant qu'on va nous laisser dans les écoles spécialisées ou bien nous envoyer peut-être à l'hôpital, en ophtalmologie, c'est clair qu'on n'aura pas vraiment l'école inclusive, puisque les enfants dits normaux seront avec les enseignants ordinaires, les enfants en situation de handicap sont dans l'école spécialisée. D'accord. Très bien. Charbel Kouakou, on va terminer avec vous. En effet. Je m'adresse surtout aux psychologues que vous êtes. Comment on vit avec un handicap et comment on est épanoui avec un handicap? Alors, comment on vit avec un handicap et comment on est épanoui avec un handicap? Je crois que c'est essentiellement sa prise en charge. Et souvent, moi, je dis, je représente l'inclusivité. J'ai commencé dans une institution spécialisée. Je suis ensuite allé dans une école, à l'époque, on ne l'appelait pas inclusive, où j'étais avec des gens. Et je travaille aujourd'hui dans une structure avec que des gens qui sont en possession, bon, qui voient, qui ne sont pas aveugles. Mais tout à l'heure, il a été dit qu'il faut plus de moyens pour les personnes handicapées. Je dis, aujourd'hui, quand on dit l'école est gratuite en Côte d'Ivoire, c'est simplement parce que l'État aide les parents à scolariser leurs enfants. Les livres sont gratuits. C'est cela. Donc, à l'État aussi de payer du matériel pour les aveugles. D'accord. Il n'y a pas plus d'efforts à faire que ça. Bon, les aveugles ont parfois des résultats. Moi, pratiquement, si j'avais su un peu comment ça se passait, pour de vrai, j'ai eu pour la plupart du temps à occuper des places, des premières classes. Mais alors que ceux qui viennent après moi, on les affecte dans des écoles, par exemple, dites, comment on appelle, excellentes. On me dit, comme toi, tu ne vois pas, alors va à William Ponty. Mais qu'est-ce qui diffère de celui qui voit, qui a eu, par exemple, 18 en maths et j'ai eu 18 en maths? On ne me met pas au classique parce qu'on dit, il n'y a personne pour vous encadrer. Mais on me met à William Ponty parce que j'habite Yopougon. Il n'y a pas de cohérence. Il n'y a pas de cohérence. D'accord. Ouais, donc je dis, de façon, c'est pas, il faut relativiser par exemple, en disant qu'il faut plus payer pour encadrer un aveugle. Souvent, ça fait peur pour rien. Mais quand on analyse, là, à l'université, par exemple, il a évoqué le cas il a 30 aveugles. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Quand moi, j'ai fini à l'école normale supérieure, au lieu d'aller dans les lycées et collèges, je suis parti à l'Institut national de formation sociale pour contribuer à la mise en place d'un corps qu'on appelle les maîtres d'éducation spécialisés, qui sont sur les marchés aujourd'hui. Mais on préfère les prendre pour envoyer n'importe où que de les affecter dans des écoles pour encadrer des aveugles. D'accord, parfait. Ça, ce n'est pas... C'est une mauvaise répartition des emplois, je pense. D'accord. Merci en tout cas pour votre analyse, pour vos décryptages respectifs. Vous restez avec nous. Vous écoutez de la musique avant ou pas? C'est quoi vos... Parfaitement. Chez moi, c'est Alpha Blondy. Ah, vous écoutez Alpha Blondy, Par d'accord. la perfection. Il était assis juste à côté de vous, là. Oh là il y a là, quelques semaines. il fallait m'informer pour que je fasse quelque part. Bon, quelque part, ok, très bien. Il n'empêche, tout à l'heure, on sera rejoint par une jeune artiste. D'accord. Elle va justement nous reprendre deux titres d'ailleurs, Atiadou de Ruth Tondé, Feu Ruth Tondé, et Home de Yemi Alade, la plus grande voix, la plus grande star féminine africaine. Elle va nous rejoindre dans quelques instants, juste le temps de marquer une pause pour la pub et on revient juste derrière.
Ce sera tout pour la télé d'ici ce soir. On va évidemment remercier nos invités. Yvette Dié-Kanga, éducatrice spécialisée, présidente fondatrice de l'ONG Moaïekou. Charbel Mbra Kwaku, fondateur du cabinet Aïmanti. Et Camille Tano, président de l'Union nationale des organisations des parents des personnes handicapées. Merci à Pierre, merci à Princesse d'avoir été avec nous tout au long de cette émission. On n'oubliera pas évidemment de remercier les étudiants de l'école technique informatique et commerciale éthique d'Abobo qui nous auront donc accompagnés tout au long de cette émission. On vous laisse à présent en compagnie d'une jeune artiste qui a été nourrie à la sève de la musique très tôt. D'ailleurs, elle a été bercée par les voix, sinon la voix envoûtante de sa mère qui à l'époque était choriste. En 2017, elle a représenté la Côte d'Ivoire à The Voice Afrique francophone. Elle a même atteint le cap des demi-finales. Elle, c'est Idia Fofana. Elle est maintenant right now sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Nyamosa mandi atiedao. Nyamosa mandi atiedao. Nyamosa mandi iene atiedao. Nyamosa mandi iene atiedao. Okao yana okeno olelise. Okao yabi okeno olelise. Okao ya poli okeno olelise. Inek bezao meo atiedao. Okao yana okeno olelise. Okao yabi okeno olelise. Okao ya poli okeno olelise. Inek bezao meo atiedao. Nyamosa mandi ine atiedao. Ine kweza meo. Nyamosa mandi ine atiedao. Atiedao, kaeda, kaemonue, inne sebe amleo, inne moe ameo, atiedao, kaemonue, gela selableo, atiedao, yeah, atiedao, yeah, atiedao, yeah, atiedao, inekwezao meo, atiedao, la paix, la paix, la paix, la paix en Côte d'Ivoire, oh, tel est mon souhait, tel est mon souhait, que la célèbre atiedao, yeah, atiedao, yeah, atiedao, yeah, atiedao, inekwezao meo, atiedao. Merci.
Baby, make your carry they go. What I do buy, oh, you do motor. Wherever you go, baby, is my home. When you know who I want to go. When you're not here, I feel so low. When you're not here, I feel so close. Boo, 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 boo. This wanna be forever music, but oh, in a tumor. This one nobody to do. I want to be your moo. Let's go hand in hand, body to body, chest to chest. Hey yeah, wherever you go is my home. Oh, oh, na 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 na. Anywhere you go is my home. Oh, 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 oh yeah, baby, carry me go, carry me go. When I have done a function, no, baby, make you carry the go. When I do buy, oh, you do motor. Le, le, le. Ah, yeah. Oh, ah, baby, enter my fulala, enter my fulala, body and soul, la, soul, la. Oh, yeah, no go, you go, you go. In good or bad, I go follow my heart, oh, my love, oh. This wanna be forever music, but oh, in a tumor. This one no fight is to do. I want to be a moo. Let's go hand in hand, body to body, chest to chest. Hey yeah, wherever you go is my home. Oh, oh, na 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 na. Anywhere you go is my home. Oh, 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 ah, yeah. Oh, ah, ah, yeah. Oh, ah. Bravo. Merci. Bravo, merci d'applaudir Lydia. Merci la marche. Bien là. Vous avez aimé ou pas?